Avant de plonger dans l'histoire intense d'aujourd'hui, un petit rappel. Plus de 90% de nos spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez une seconde pour vous abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Et si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans et je suis mariée à Thomas depuis bientôt 16 ans. Nous avons 2 enfants, un garçon de 13 ans, Léo, et une fille de 9 ans, Emma. C'est une vie simple, paisible en apparence. Une maison dans la banlieue de Lyon, un chien nommé Mocha, des repas en famille, les vacances en Bretagne. C'est une vie que beaucoup qualifieraient de parfaite. Et pourtant, moi, au fond de cette perfection apparente, je me suis perdue. Je n'ai pas commencé cette histoire avec l'idée de trahir. Non. Je suis une femme fidèle, ou du moins je le croyais. J'aimais Thomas. Je l'aime encore, d'une certaine manière. Il est doux, il est bon père, il est stable. Mais quelque chose en moi s'est mis à s'éteindre doucement, sans bruit. J'ai longtemps ignoré ce malaise diffus, ce vide qui grandissait à l'intérieur, jusqu'au jour où je n'ai plus pu faire semblant. Je me souviens d'un soir précis. C'était un jeudi, en novembre. La pluie tambourinait contre les vitres et Thomas était en déplacement à Toulouse. Les enfants étaient couchés. J'étais seule, dans notre salon, avec une tasse de thé fumante et une émission de cuisine en fond sonore. Je me suis surprise à pleurer, sans raison apparente. Pas des sanglots violents, non. Juste des larmes silencieuses, qui coulaient sans que je les comprenne. C'est ce soir-là que j'ai réalisé combien je me sentais seule. Je n'ai jamais été quelqu'un de très sociable. Mes amis de l'université se sont éloignés avec le temps. Ma vie tournait autour des enfants, de la maison, de mon petit poste à la bibliothèque municipale. J'avais cessé de m'écouter, de rêver, de créer. Même lire, qui était ma passion, m'ennuyait. Je me regardais dans le miroir sans vraiment me voir. Quelques semaines plus tard, une formation professionnelle m'a été proposée. C'était une session de 2 jours à Lyon sur la gestion culturelle. Rien d'extraordinaire, mais cela me sortait du quotidien. Je me suis inscrite, et c'est là que je l'ai rencontré. Julien. Il était intervenant, chargé d'un atelier sur la médiation culturelle dans les espaces publics. Il avait un sourire tranquille, une voix posée, un regard qui vous donne l'impression d'exister. Rien de spectaculaire, mais quelque chose en lui m'a interpellée. Nous avons parlé pendant une pause. Une conversation banale, sur les livres, la ville, le travail. Mais il a ri à mes remarques, m'a regardé avec attention. Ce regard, je ne l'avais pas senti depuis des années. Celui d'un homme qui vous écoute vraiment. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Et puis, j'ai eu honte. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec un mélange étrange d'excitation et de culpabilité. Je pensais que ce serait une parenthèse, une rencontre fortuite. Mais le lendemain, à la fin de la formation, Julien m'a proposé un café. J'ai accepté. On a parlé longtemps. Il m'a demandé mon numéro. J'ai hésité, puis je l'ai donné. Ce n'était qu'un numéro, après tout. C'est ce que je me suis dit. Les sous-Dieu. Sur jours suivants, nous avons échangé quelques messages. Toujours sur des sujets innocents. Un livre, une expo, une citation. Mais moi, j'attendais ces messages comme une adolescente. J'avais à nouveau ce frisson que je croyais perdu. Et je me suis mise à mentir. De petits mensonges. Je vais voir une amie. J'ai une réunion tardive. Des excuses pour le voir, pour retrouver cette sensation d'exister autrement qu'en tant que mère ou épouse. Julien n'a jamais rien exigé. Il ne me pressait pas. Il était attentif,
délicat. Il n'a même pas tenté de me séduire de manière frontale. C'est moi qui suis allée vers lui. C'est moi qui ai franchi les étapes, une à une, avec une conscience aiguë de ce que je faisais, mais incapable de m'arrêter. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que je vivais une double vie. J'étais assise dans ma voiture, devant le collège de Léo. J'attendais la sortie des classes et je relisais un message de Julien. Il m'avait écrit « Merci d'exister, Claire ». J'ai fondu en larmes. Parce que j'avais tellement besoin d'entendre ces mots. Parce que je me sentais à la fois vivante et monstrueuse. J'aimais ce que je ressentais, cette impression d'être redécouverte. Mais je haïssais le mensonge. Je regardais Thomas et je me demandais ce qu'il penserait s'il savait. Je l'imaginais blessé, brisé. Je me disais Godon que ta mais chaque fois, Julien me rappelait à lui. Et ce n'était même pas de sa faute. C'était moi, c'était mon vide, mon besoin de reconnaissance, mon désir d'évasion. Je n'avais pas prévu que cela irait si loin. Au départ, je pensais que c'était une crise passagère, que j'avais besoin de me prouver que je pouvais encore plaire, que j'étais encore une femme, pas seulement une maman ou une épouse fatiguée. Mais plus le temps passait, plus je me sentais liée à Julien. Ce n'était pas seulement physique, ni même purement sentimental. C'était une sorte de miroir que j'avais trouvé en lui. Il me renvoyait une image de moi que j'avais oubliée. Pourtant, chaque fois que je rentrais à la maison, je sentais le poids de ma trahison. Thomas continuait à être lui-même, gentil, présent, prévisible. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il me prenait dans ses bras. Il ne voyait rien. Ou peut-être ne voulait-il pas voir. Parfois, je me surprenais à lui en vouloir pour son aveuglement. Comme si c'était sa faute si j'étais partie ailleurs. Comme si son amour tranquille avait manqué de passion. Un soir, alors que nous dînions tous les quatre, Emma a dit « Maman, t'as l'air triste, tu souris plus comme avant. » J'ai cru m'effondrer. Mon cœur s'est serré. Les enfants ressentaient tout. Je me suis forcée à sourire, à plaisanter. Mais cette phrase m'a hantée pendant des jours. C'est là que j'ai compris qu'il fallait choisir. Que je ne pouvais pas continuer ainsi. Que le mensonge me consumait de l'intérieur et qu'il allait finir par emporter tout ce que j'aimais. Ma famille, mon identité, ma dignité. J'étais à un carrefour. Et chaque direction avait un prix. Le moment où j'ai compris que je devais choisir n'a pas été une révélation soudaine, mais une lente descente dans mes propres contradictions. Je continuais à voir Julien, mais chaque rendez-vous devenait plus lourd à porter. Je n'étais plus dans cette euphorie du début, cette phase où tout semble magique et insouciant. Non. Maintenant, chaque moment passé avec lui portait le poids d'une culpabilité grandissante. Je n'étais pas heureuse. Pas vraiment. Ou plutôt, je l'étais par intermittence. Quelques heures volées me donnaient l'illusion d'une autre vie. Mais dès que je reprenais ma voiture pour rentrer chez moi, je redevenais cette femme qui mentait. J'avais le cœur divisé. Je voulais tout. La tendresse de Thomas, l'innocence de mes enfants, et cette flamme que Julien rallumait en moi. Mais on ne peut pas avoir tout, pas quand cela repose sur le mensonge. Un après-midi, alors que je prenais un café avec Julien dans un petit salon discret près de la gare, je l'ai regardé et je lui ai dit « Je crois que je suis en train de tout perdre ». Il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux, puis il a murmuré « Alors il faut que tu choisisses ». Sa voix n'avait ni colère ni impatience. Il disait cela comme une évidence.
Et il avait raison. Mais comment choisir? J'étais prise dans un filet invisible, tissé de sentiments contradictoires. D'un côté, la stabilité, la famille, l'amour durable. De l'autre, la passion, la nouveauté, une version de moi que je ne connaissais pas. Le pire, c'est que je ne pouvais blâmer personne. Julien ne me demandait rien. Thomas m'aimait. Et moi, j'étais responsable de ce chaos. Je me suis mise à observer Thomas avec une attention toulouchakakate. Tissisi, lui, chaque regard, chaque parole, je cherchais des signes. Était-il vraiment heureux avec moi? Avait-il remarqué que j'étais distante? Était-il blessé en silence? Ou était-ce moi qui projetais mes tomes doucement sur lui? Une nuit, je me suis réveillée et je l'ai regardé dormir, sa respiration lente, son visage détendu. Je me suis sentie minuscule. Il m'aimait avec une confiance aveugle et je l'avais trahi. Je ne lui ai rien dit. Pas encore. Je n'en avais pas la force. Mais à l'intérieur, une tempête se levait. J'avais besoin de comprendre ce que je voulais vraiment. Était-ce Julien? Ou était-ce simplement ce qu'il représentait? Une échappée, un miroir, une renaissance? J'ai commencé à écrire. Chaque soir, dans un carnet que je cachais dans la table de nuit, j'écrivais tout ce que je ressentais. C'était la seule manière de me retrouver. Je notais mes peurs, mes espoirs, mes contradictions. Et plus j'écrivais, plus je comprenais que je m'étais perdue bien avant de rencontrer Julien. Ce n'était pas lui, la cause de tout cela. C'était moi, mon oubli de moi-même, mon silence, mon effacement progressif dans le rôle de l'épouse et de la mère. Un jour, j'ai relu une lettre que Thomas m'avait écrite avant notre mariage. Il y parlait de ses rêves avec moi, de notre futur, de sa confiance en nous. Je l'avais gardée dans une boîte, avec nos premières photos, des tickets de concert, des souvenirs d'un temps où tout semblait possible. J'ai pleuré, longtemps. Pas de remords. Pas encore. Mais une tristesse profonde. Celle d'une promesse qu'on a laissée s'éroder. J'ai alors décidé de mettre un peu de distance avec Julien. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de silence, de réfléchir. Il a compris, sans dramatiser. Il a juste dit « Je t'attends. Mais je ne veux pas être un mensonge dans ta vie. » Pendant ces jours de recul, j'ai redécouvert des choses simples. Lire le soir avec Emma, cuisiner avec Léo, marcher avec Thomas sans parler, juste côte à côte. Je n'étais pas guérie. Le vide était encore là. Mais il y avait des instants de paix. Fugitifs, mais réels. Puis, un dimanche matin, Thomas m'a regardé longtemps pendant le petit déjeuner. Il a posé sa tasse et il a dit, d'une voix douce, « Tu n'es plus toi-même. Je te sens loin. Si tu veux me parler, je suis là. » Ce fut comme un coup de tonnerre. Il savait, ou du moins, il sentait. Je n'ai rien dit, j'ai simplement fondu en larmes. Et il m'a pris dans ses bras, sans poser de questions. Je me suis demandé s'il valait mieux tout dire. Être honnête. Mais l'honnêteté peut aussi être une violence. Je ne savais pas si c'était par égoïsme ou par protection que je gardais le silence, mais je savais que parler changerait tout. Et je ne savais pas si j'étais prête pour ça. Julien, de son côté, respectait mon silence. Il m'envoyait parfois un message bref, sans insister. Un mot, une pensée, une citation. Rien d'envahissant. Juste une présence discrète. Et cela me faisait du bien, même si cela me rappelait aussi tout ce que je fuyais. J'étais à l'intersection de deux routes. L'une me ramenait à ma vie d'avant, avec l'espoir de reconstruire. L'autre m'emmenait vers l'inconnu, avec la peur de tout perdre. Chaque jour, je changeais d'avis.
Et pourtant, je savais qu'à force d'hésiter, je risquais de ne faire que plus de mal autour de moi. Un soir, en rentrant du travail, j'ai pris une autre route. Je n'ai pas prévenu Thomas. Je suis allée au bord du Rhône, là où j'aimais marcher avant, quand j'étais plus jeune. J'y ai passé 1 heure à regarder l'eau couler, les gens passer. Et soudain, j'ai eu cette pensée étrange. Et si je quittais tout? Pas pour Julien. Pas pour un autre homme. Mais pour moi. Pour apprendre à vivre seul, à respirer, à me retrouver. Mais la peur m'a rattrapée. Peur de briser mes enfants. Peur de blesser Thomas. Peur de faire une erreur irréversible. Alors, je suis rentrée. Et ce soir-là, j'ai fait un rêve. J'étais dans une maison blanche, vide, silencieuse. Il n'y avait personne, juste moi, et un miroir. Et, dans ce miroir, je ne voyais pas mon reflet, juste une silhouette floue. Ce rêve m'a hantée pendant des jours. Le lendemain, j'ai écrit une lettre à Julien. Je lui ai dit que je ne savais pas où j'en étais, mais que je ne pouvais plus continuer ainsi, que j'avais besoin de temps, que je devais faire face à ceux que j'avais créés. Il m'a répondu simplement « Je comprends. Sois honnête avec toi-même. C'est tout ce qui compte. » Je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Mais une chose était certaine. Je ne pouvais plus vivre dans le mensonge. Il fallait que je parle. À Thomas. À moi-même. À mes enfants, peut-être, un jour. Le chemin serait long. Douloureux. Mais nécessaire. Ce soir-là, après que les enfants se sont endormis, j'ai dit à Thomas que je voulais lui parler. Ce soir-là, je me souviens, la maison était silencieuse. On entendait seulement le tic-tac régulier de l'horloge du salon. Les enfants dormaient, le chien roulait en boule au pied du canapé. Thomas était assis en face de moi, une tasse de tisane entre les mains. Il m'a regardé longuement, sans parler, attendant que je commence. Je ne savais pas par où commencer. J'ai senti ma gorge se nouer, mes mains trembler. Mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Je lui devais la vérité. Je me devais, à moi, de ne plus porter seul ce poids. Alors j'ai parlé. Pas de tout, pas dans les moindres détails. Je ne voulais pas le blesser, plus qu'il ne le serait déjà. Mais je lui ai dit l'essentiel, que je m'étais perdue, que je ne savais plus qui j'étais, que j'avais cherché à me sentir vivante ailleurs, que j'avais noué un lien avec un autre homme, mais que ce n'était pas une histoire de passion ou de trahison au sens où on l'entend souvent. C'était une fuite. Une tentative maladroite de retrouver une part de moi-même. Je m'attendais à des cris, à de la colère, à un rejet immédiat. Mais Thomas est resté silencieux longtemps. Il a fixé sa tasse, les yeux rouges. Et quand il a parlé enfin, sa voix était basse, brisée. « Est-ce que tu l'aimes ?» Cette question m'a glacée. Parce que je ne savais pas quoi répondre. J'ai hésité, puis j'ai dit, très sincèrement, « Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est une histoire de manque. » Il a hoché la tête. Puis il s'est levé, sans un mot, et il est monté se coucher. Je suis restée seule en bas, longtemps, à écouter le silence. J'ai cru qu'il allait me demander de partir, qu'il allait me haïr. Mais le lendemain matin, il était là, préparant le petit déjeuner pour les enfants comme d'habitude. Il ne m'a pas embrassée. Il n'a pas souri, mais il n'a pas fui. Il a simplement dit, en posant la tartine de Léo, « On va devoir parler. » Mais pas devant eux. Les jours qui ont suivi ont été étranges. Froids, tendus, mais empreints d'un respect nouveau. Nous avons trouvé un thérapeute de couple. C'est Thomas qui l'a proposé.
Il a dit qu'il ne voulait pas tout jeter sans essayer de comprendre. Je l'ai admiré pour ça. Car moi-même, je ne savais pas si j'aurais eu sa force à sa place. Les séances ont été difficiles. Parfois violentes, émotionnellement. J'ai entendu Thomas dire sa douleur, son incompréhension, sa colère. Il se sentait trahi, mais plus encore. Il se sentait mis de côté, invisible. Il disait qu'il avait cru que tout allait bien, qu'il ne voyait pas mes silences comme des appels au secours, mais comme de la fatigue. Il pensait me protéger en étant discret, en ne posant pas trop de questions. Il n'avait pas vu que je m'éteignais doucement. Moi, de mon côté, j'ai parlé de ce vide intérieur que je traînais depuis des années, de cette impression de vivre à côté de ma vie, de ce rôle de mère, de femme, de gestionnaire du quotidien qui m'avait grignoté jusqu'à ne plus me reconnaître. Je ne l'ai pas accusé, je l'ai dit comme une constatation. Il n'était pas le responsable. Nous avions tous les deux laissé notre couple s'endormir. Julien, pendant ce temps, était resté loin. Il n'a pas cherché à reprendre contact. Je crois qu'il avait compris que ce que nous avions vécu appartenait à un moment précis, à un déséquilibre, et non à un avenir. Je n'ai jamais essayé de le revoir. C'était mieux ainsi. Il avait été un révélateur, pas une destination. Avec Thomas, les choses ne se sont pas arrangées du jour au lendemain. Nous avons traversé des mois de doute, de tension, de silence parfois. Papa. Voici aussi comme un tamas comme de la brume, mais petit à petit, quelque chose s'est reconstruit. Non pas ce que nous avions avant était déjà fissuré, mais autre chose, un lien plus lucide, plus honnête. Il y a eu des jours où je pensais que nous n'y arriverions pas, où je me disais que peut-être le mieux serait de tout arrêter, de recommencer ma vie ailleurs. Mais chaque fois, une petite chose me rattachait à lui, un regard complice, un souvenir partagé, un rire des enfants, une main posée sur mon épaule. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me pardonner. Pas seulement d'avoir trompé Thomas, mais d'avoir ignoré mes propres besoins pendant si longtemps. D'avoir laissé une part de moi mourir en silence. Cette histoire m'a appris que l'amour ne suffit pas toujours, qu'il faut l'entretenir, l'écouter, le questionner. Et qu'il faut aussi s'écouter soi-même. Oser dire quand quelque chose ne va pas. Oser demander de l'aide. Aujourd'hui, cela fait plus d'1 an que j'ai tout avoué. Thomas et moi sommes encore ensemble. Différents, mais ensemble. Nous avons mis en place des rituels simples. Un dîner en tête-à-tête, 1 fois par semaine, des week-ends sans téléphone, des promenades juste à 2. Ce ne sont pas de grandes déclarations, mais des gestes concrets pour se retrouver. Je ne prétends pas que tout est réglé. Il y a des cicatrices. Il y a des peurs. Mais il y a aussi de la volonté, de l'écoute et une forme d'amour qui, peut-être, est plus mature qu'avant. Je sais que certaines personnes jugeraient mon histoire. Je comprends. Mais je voulais la raconter. Parce que je crois qu'on est nombreux, nombreuses, à vivre dans ce flou, à se perdre sans savoir comment en sortir. Si je devais dire une chose à celle que j'étais il y a 2 ans, ce serait « N'attends pas d'exploser pour te réveiller. Parle. Écoute-toi. Ose être toi-même, même si cela dérange. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas de tomber. C'est de vivre sans se sentir vivante. Aujourd'hui, je ne suis pas parfaite. Mais je suis plus entière. Je suis claire. Une femme qui a failli tout perdre. Et qui, dans ce chaos, a trouvé une force nouvelle pour reconstruire, pas comme avant, mais mieux. Différemment. Et peut-être que c'est ça, la vraie fidélité, celle qu'on retrouve envers soi-même.